Smart Future vous est présenté par SEAT. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. On est au cœur des nouvelles mobilités avec une grande question aujourd'hui. Le e-commerce est-il l'avenir de l'automobile? On en parlera avec Sébastien Daudier, chef de département opération véhicules neufs et vente directe chez SEAT Cupra, et Laurent Potel, le président fondateur de Réseaucar. Et puis en seconde partie, on accueillera Jean-Pierre Dernaz, qui est directeur général France de Motorcar, pour évoquer les freins au développement du e-commerce dans ce secteur auto et les moyens de lever ces réticences. Voilà pour le sommaire, c'est parti, c'est Smart Future. Bonjour Sébastien Daudier, bienvenue. Vous êtes donc chef de département opération véhicules neufs et vente directe SEAT Cupra au sein du groupe Volkswagen. À vos côtés, Laurent Potel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le fondateur, le président de Réseaucar. Je commence évidemment par la question générale. Le e-commerce est-il l'avenir de l'automobile? J'aimerais bien une réponse qui dure plus de 2 secondes. Est-ce que vous en êtes convaincu, Sébastien Daudier? Ah oui, totalement, puisque effectivement le secteur de l'automobile est en grande transformation depuis quelques années, et effectivement le e-commerce en fait partie, est une base nécessaire dans le développement commercial que l'on a. Et donc par rapport à la relation qu'on a avec le client, bien entendu que le e-commerce est une nécessité dans la transformation de la distribution automobile. C'est une brique parmi d'autres en quelque sorte, ça s'insère dans un parcours client, c'est ça? Exactement, puisqu'effectivement c'est une première base que l'on a, et pour lequel il faut qu'on s'appuie et qu'on continue à s'appuyer avec un réseau de distribution qui soit puissant et qui soit fort au sein du territoire français. Laurent Potel, la réponse est forcément... Enfin, c'est avec cette idée que vous êtes parti pour créer Réseaucar, c'est ça en quelque sorte? Oui, voilà. Réseaucar, on a créé en 2014 ce site, donc réseaucar.com, qui est une plateforme sur laquelle on rassemble des véhicules d'occasion. Et effectivement, nous, notre clé d'entrée, c'est le digital. Donc on s'est créé en tant que pure player, avec cette idée de correspondre au nouveau parcours des clients. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit, 94% des parcours commencent sur Internet. Il y a une forte appétence à la transaction en ligne, mais pas que. Donc on est plutôt au début du parcours. Et finalement, tout le jeu, ça va être effectivement de voir comment, dans le futur, ces parcours digitaux qui sont maintenant natifs et qui sont demandés par les consommateurs peuvent se compléter avec d'autres formes de parcours ou en soi constituer une expérience à part entière. Est-ce que c'est encore générationnel ou plus du tout? C'est pas tant générationnel. Chez Réseaucar, par exemple, la moyenne d'âge de nos clients, c'est aux alentours de 44-45 ans. On le sait, sur les véhicules neufs, c'est plutôt des moyennes d'âge qui sont plus élevées en général sur les marques généralistes. Mais 44-45 ans, nous, on a très peu de clients en fait qui sont... on n'a pas du tout la caricature du jeune qui vient d'avoir son permis, qui achète. C'est plutôt des personnes qui ont plus de 30 ans. Souvent, c'est un événement de vie. C'est avec l'arrivée du premier enfant, le travail, la maison de campagne, c'est des marqueurs de vie. Et non, c'est pas particulièrement générationnel. Je pense que c'est attendu et ça correspond plutôt aux autres expériences sur d'autres marchés qui sont juste là répliqués sur l'automobile. Ouais. Sébastien Daudier, est-ce qu'il y a une date c'est-à-dire que si on regarde dans le secteur automobile, pas seulement dans le groupe Volkswagen ou chez SEAT Cupra, mais où vous vous êtes dit ça y est, quoi. Les clients sont mûrs, ils sont de plus en plus nombreux à finalement être prêts à acheter une voiture via Internet, quoi. Alors je dirais pas via Internet dans sa globalité, mais je rejoins les propos de Laurent, c'est que effectivement quand on voit l'essor aujourd'hui des voitures électriques, et effectivement avec une volonté de la part des clients d'avoir une connaissance du produit, d'avoir une connaissance réelle de la technologie, et on voit que le parcours effectivement peut se trouver majoritairement sur la partie digitale. Nous, on a une pratique chez SEAT et Cupra, c'est le phygital. Effectivement, il y a la partie digitale, mais aussi la partie physique, pour lequel on s'appuie, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le réseau. Mais effectivement, on est dans une démarche où le client, en fait, il veut être vraiment complètement informé et il veut être complètement mature sur le sujet pour pouvoir effectivement être en mesure de pouvoir acheter une voiture. Pas totalement en ligne, pas encore, mais on y arrive au fur et à mesure. Mais
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de visites en concession, par exemple, vous le voyez diminuer? Je sais pas, il y a une vingtaine d'années, on venait peut-être 3, 4, 5 fois, je sais pas, en concession. C'est vrai que, comme vous dites, c'est un acte important quand on achète une voiture. Donc on pouvait venir 5 fois en concession, j'imagine. Est-ce que ça, vous voyez le nombre de passages en concession diminuer assez régulièrement? Alors, il est beaucoup plus qualifié, beaucoup plus de meilleure qualité. Oui. Effectivement, c'est un des points que vous mentionnez. C'est qu'en termes de volumétrie, les clients qui viennent dans les affaires sont généralement plutôt dans une phase de validation plutôt que dans une phase de découverte. Donc c'est vrai que la relation est un tout petit peu différente dans cette relation commerciale. Laurent Potel, 8 ans, je crois, après la création de l'entreprise, vous avez dit 2014, c'est ça, le pari est réussi, on peut le dire. Est-ce que vous avez essuyé un peu de réticence au démarrage? Comment ça a commencé? Moi, j'essaye de dater une bascule, en quelque sorte. Comment vous l'avez ressenti, ça? Alors, bon, en 2014, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. On lance une marque donc, qui n'existe pas, Ouais. sur un modèle d'affaires qui n'existe pas non plus, hein, la vente à distance. Donc, effectivement, je pense que la première année, j'ai dû répondre à 2-3 appels en disant si, ça existe, c'est pas une arnaque, on fait bien les choses, tapez mon nom dans Google. Donc, il y avait beaucoup de réassurance qui passait par un effort incroyable de transparence de notre part. Pas mal de gens qui vous disaient, peut-être même dans les partenaires ou dans ceux qui ont financé au départ, ça marchera jamais. Alors ceux qui ont financé, si. Non, mais enfin oui, j'aurais dû dire ceux qui ont refusé de financer, vous voyez ce que je veux dire? Non, effectivement, je pense que ça c'est un vrai sujet, hein, c'est que nous on a créé en 2014 à un moment où le e-commerce automobile n'existait pas. Oui. On a été, je pense, les pionniers sur beaucoup d'aspects du marché, la livraison à domicile, la location avec option d'achat sur les véhicules d'occasion. Et forcément, ça passe par de la réassurance. Et cette réassurance, nous, on l'a construite autour de la culture de l'entreprise, autour de la transparence, comme je disais, qui est absolue pour le client et un niveau d'exigence extrêmement fort pour les véhicules. Comme on fait de la livraison à domicile, pareil, hein, il fallait que le véhicule soit impeccable quand on l'amène. Et on a vu, nous, ce marché se structurer. Il y a eu une forte accélération avec le Covid, où là, il y a eu pour moi, il y a une forme de bascule à ce moment-là, avec beaucoup d'acteurs qui essayent de se lancer. Et finalement, tout ce qu'on fait chez Rizocar, donc nous, on a quand même 2 millions de visiteurs par mois qui se connectent sur le site. On est depuis 2 ans une filiale de la Société Générale. On a ces clients qui sont notre socle et qui sont les premiers ambassadeurs qui vont recommander ensuite, parce que quand c'est un achat important, quand on a une bonne expérience, on recommande sa solution préférée. Sébastien Dedier, est-ce que, alors vous nous l'avez bien expliqué, c'est un parcours client un peu global, mais est-ce qu'on vend de la même façon, ou pas d'ailleurs, une voiture en ligne et en concession? Si le point de départ de l'expérience, c'est en ligne, est-ce que vous essayez de recréer une expérience un peu similaire à celle qu'on peut avoir quand on vient voir la voiture, pas la toucher, monter à l'intérieur. C'est un élément très important de voir le produit, puisque forcément c'est un achat qui est quand même assez conséquent. Et donc la démarche que l'on a, majoritairement c'est le produit. C'est le produit qui fait venir, c'est le produit qui attire le client dans sa majorité. Après, on essaie d'avoir une démarche qui permet d'avoir une construction pour le client en ligne. Notamment, tu en parlais Laurent, c'est la partie location avec option d'achat. Donc un parcours complètement en ligne pour pouvoir construire un dossier de financement en ligne pour le client, pour qu'il puisse effectivement faire son loyer et mesurer sa capacité de pouvoir constituer son dossier de financement en ligne. Donc on essaye d'être transparent, comme je rejoins tes propos, d'être transparent dans le point de vue client, pour que quand celui-ci se retrouve dans la concession, effectivement sa démarche soit beaucoup plus apaisée. Ah, c'est intéressant. Donc ça veut dire que la partie financement qu'on pourrait imaginer être en bout de chaîne, elle est plutôt en début de chaîne. Elle est plutôt en début de chaîne. Ouais. C'est un élément qui est important, forcément, c'est le loyer qui va déterminer après l'appétence du client sur tel ou tel produit. Ouais, et Laurent Potel, justement, alors il y a vous l'avez dit, ce rachat par la Société Générale il y a 2 ans, donc c'est quoi? Il y a une offre commune, il y a une plateforme commune que vous avez créée. Comment ça se passe? Oui, effectivement. Alors déjà le sujet, c'est
on avait plusieurs solutions. Soit on continue à lever des fonds, on est une start-up, donc on s'est financé avec des levées de fonds. Soit on a une vision industrielle et puis on s'adosse avec un acteur qui la partage. En l'occurrence, Société Générale avait une vision extrêmement cohérente avec la nôtre et une ambition commune pour développer ce compartiment de marché. Et comme tu l'as dit, en fait, la location avec option d'achat, qui est le mode de financement qui se développe très très fortement, qui a pris le marché sur le neuf, qui est aujourd'hui on va dire, virtuellement plus personne n'achète de véhicules neufs. En revanche, la grande majorité des clients financent avec de la LOA, donc lisent les véhicules neufs. C'est en train de se produire sur le véhicule d'occasion. Et on avait, et c'est le projet qu'on a avec Société Générale, c'est porter cette offre pour les clients du groupe et puis pour les clients en France de Réseaucar. Et donc avec Société Générale, on a évidemment ces offres de LOA, de LLD également, de crédit évidemment. Et on a créé une plateforme spécifique pour les clients du groupe Société Générale, donc avec une offre pour les pros et une offre pour les particuliers, qui va reprendre l'ensemble de ces modes de financement au sein d'une même plateforme sur des véhicules qui sont bien identifiés, garantis, etc. Et qui permet d'avoir effectivement ce point d'entrée pour un parcours client idéal. Et finalement, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ça. Le sujet, quelque part, c'est de se dire, c'est quoi le parcours idéal du client ? Comment on fait avec le digital, qui est un outil, pour arriver à offrir la meilleure expérience d'achat ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'aujourd'hui 100% des clients sont à un moment ou à un autre passés par le site pour aller chercher une information 100% Thomas. Ouais. 100% aujourd'hui, l'information qu'on a aujourd'hui sur Internet, elle est tellement vaste, elle est tellement importante que bien entendu, quand on est dans une phase de réflexion, dans une phase d'achat, il y a forcément toute une démarche qui se fait majoritairement en ligne. Et après, bien entendu, avec une validation des besoins de la part des acteurs aujourd'hui sur le marché en France. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui achètent 100%, c'est-à-dire le principe, 100% en ligne, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas venir en concession et repartir, et se voir livrer une voiture Seat ou Cupra. Sur le marché d'occasion, oui, probablement oui, ça arrive. Tu le mentionnais, quelques expériences, notamment de livraison à domicile. Sur le marché véhicule neuf, c'est encore quand même beaucoup appuyé sur on s'appuie beaucoup sur le réseau de distribution pour distribuer les voitures de véhicules neufs. Sur le marché d'occasion, effectivement, le marché est peut-être un tout petit peu différent, avec des besoins bien plus spécifiques, où il y a moins de régionalisation par rapport aux véhicules neufs. Vous avez, je crois que c'est depuis le mois de septembre, lancé un partenariat avec Cdiscount. Vous proposez quoi avec Cdiscount ? Parce que là aussi, on est encore dans un... Alors juste avant, pour dire, parce qu'il y a quand même un élément intéressant. En fait, nous, effectivement, à la base, on est un pure player, on fait 100% de nos ventes à distance. Et depuis juin, on a lancé notre premier point de vente physique. Et donc là, vous passez au digital, vous aussi. Évidemment, le sujet, c'est d'avoir encore une fois le meilleur parcours pour nos clients. Et donc, on a ces points de vente physiques qu'on va développer, et on va développer un réseau de points de vente physiques qui est effectivement un lieu de remise pour les clients, mais aussi un lieu de vente. Et donc l'idée, je pense que là les mondes se rejoignent, et c'est la convergence finalement qui va dans le sens du client, c'est de pouvoir avoir la meilleure expérience pour le client. Donc s'il veut commencer en ligne, finir en point de vente physique, s'il veut faire un passage et puis valider en ligne, en fait nous on doit lui permettre d'évoluer sans contrainte. Oui, le plus fluide de la manière la plus fluide possible. Et donc, alors, Cdiscount, ça fait partie de ces partenariats et de ces initiatives qu'on lance sur un modèle qui est le modèle de Réseaucar, c'est-à-dire la vente à distance, avec notre savoir-faire pour générer du trafic, pour faire de la transaction à distance avec des conseillers qui sont au téléphone aussi. C'est très humain, en fait, la vente à distance. Encore plus, finalement, il y a un besoin encore plus fort. Et puis, la livraison, soit en point de vente, soit à domicile. Et ça fait partie de ces initiatives qu'on va avoir avec d'autres acteurs sur le marché en marque grise, en marque blanche, en partenariat. J'ai trouvé cette étude menée par Capgemini sur le e-commerce automobile auprès de 8000 consommateurs originaires de 8 pays que je vais citer, l'Allemagne, le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie et le Royaume-Uni. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce comportement qu'on détaille ensemble. En fait, il y a
c'est dans les pays émergents qu'il y a la proportion la plus importante d'acheteurs qui sont prêts à le faire voilà, dans un parcours en ligne. 36% des habitants des pays émergents prêts à acheter un véhicule en ligne dans le futur. Alors je ne sais pas si vous avez la vision d'un groupe aussi mondial que Volkswagen pour l'évaluer, mais est-ce qu'il y a des pays plus avancés que d'autres d'une certaine façon ? Il y a des pays sûrement qui sont un peu plus matures sur ces secteurs. On échange avec nos collègues d'autres pays également. Effectivement, après, voilà, chacun a son terrain de jeu qui est propre en fonction des particularités du pays, comme en Allemagne, comme en Espagne, qui peut être complètement différent par rapport aux pratiques françaises. Donc je dirais que je rejoins l'étude. Effectivement, il y a sûrement des acteurs qui sont bien plus actifs. En France, on a une volonté de pouvoir, effectivement, comme on le rappelle avec Laurent, avoir un côté de réassurance avec un contact humain qui doit se faire, notamment quand on achète un véhicule. On va terminer là-dessus, Laurent Potel. Est-ce que ça peut s'expliquer par le maillage en nombre de concessions, tout simplement ? Alors moi, je fais une analyse très très basique, hein, mais est-ce que ça peut être ça ? Je pense qu'il y a des nouveaux comportements. On voit par exemple en Afrique, il y a beaucoup de mobile banking, beaucoup plus qu'en Europe. Donc il y a aussi cet aspect-là. Je pense que la France a une très belle expérience depuis quelques années. Là, c'est une nouvelle façon de faire. Et charge à nous de la rendre compatible avec les attentes des clients. Merci beaucoup Laurent Potel, Sébastien Daudier. Vous restez avec nous évidemment. On va continuer d'explorer l'avenir du e-commerce automobile et voir les moyens de lever les freins à son développement. C'est parti, c'est tout de suite. Comment enlever les freins au développement du e-commerce automobile ? Voilà le thème que l'on explore maintenant avec Jean-Pierre Diernaz. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur de la stratégie, directeur général France chez Motorka. Et Sébastien Daudier, évidemment, est resté sur ce plateau, chef de département opération véhicules neufs vente directe au sein du groupe Volkswagen pour les marques Seat et Cupra. Je veux bien que vous nous présentiez l'activité de Motorka pour commencer. Quel service vous proposez à vos clients ? Alors Motorka, en fait, c'est une entreprise de tech qui développe des solutions digitales pour faciliter l'e-commerce dans l'automobile. Alors, il y a plusieurs produits, mais on va dire des sites internet, des intégrateurs de stock. On a des outils de machine learning aussi pour prédire le retour à l'atelier. On a des outils d'e-réputation pour noter la satisfaction des clients auprès des concessionnaires. On a des outils de suivi de contact, des outils de suivi de la performance des vendeurs en concession, des outils transactionnels sur la partie e-commerce, que ce soit garantie, vente, après-vente, atelier. Voilà, c'est principalement, on va dire, le cœur de l'entreprise. Ce sont des outils qui sont naturellement utilisés par le secteur automobile depuis très longtemps, ou alors il a fallu évangéliser en quelque sorte, et si oui, depuis quand ? Alors, non, c'est pas utilisé depuis très longtemps. Pour être très clair, il y a un basculement dans le principe du e-commerce ou dans la digitalisation du parcours client qui date d'une dizaine d'années, mais la réalité, c'est que pendant 5 ou 6 ans, c'était extrêmement lent. Moi, j'ai un parcours constructeur automobile. Juste avant cette entreprise, j'étais chez un grand constructeur où je me suis occupé de ça pendant 10 ans. La réalité, c'est que ça s'accélère depuis le Covid, de manière extrêmement forte. Et c'est depuis le Covid qu'il y a une nécessité aujourd'hui de digitaliser le parcours client. Et la grande difficulté, c'est ça en fait qui est très intéressant, c'est que ce parcours client se fragmente énormément. Vous avez plein d'étapes, ce qu'on n'avait pas vu venir, et donc ça nécessite plein d'outils, plein de petits outils qu'il faut intégrer si vous voulez vraiment digitaliser la totalité des parcours clients. Par exemple, la livraison à domicile, par exemple, l'assurance, par exemple, l'estimation de votre voiture d'occasion, par exemple, l'estimation des dégâts, si jamais il y en a, ou des réparations. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une multitude de microservices qui sont nécessaires d'intégrer pour pouvoir délivrer un parcours sans couture. L'objectif de Motorka, c'est de faire en sorte qu'on crée cette plateforme et ensuite on accueille tous ces services pour permettre cette satisfaction et cette expérience en théorie sans couture. Oui, alors Sébastien Daudier, je rejoins ce qu'on disait. Alors je vais avoir une double question d'abord sur la bascule liée au début et à la suite de l'épidémie et de la crise Covid. Et puis ensuite, on revient à cette histoire de fluidité, puisqu'on est dans cette seconde partie autour des freins ou qu'il faut lever. Les irritants, souvent le terme qu'on emploie, vous les avez identifiés. Donc première question sur le Covid et puis ensuite les irritants.
Je rejoins ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est que c'est en fait aujourd'hui la partie e-commerce pour nos partenaires est une nécessité pour effectivement être le plus visible possible, pour être le plus informé possible, et ainsi puisque les clients aujourd'hui communiquent en direct et en ligne directement sur les différentes plateformes du e-commerce avec les partenaires, et bien entendu publient des informations qui sont liées à leur expérience client, et ces informations qui sont aujourd'hui publiées sur Internet ont une importance majeure dans la communication indirecte, bien entendu, qu'on a auprès des clients, auprès des consommateurs. Donc le Covid a amené cette transformation, a amené cette nécessité de devoir revoir toute la stratégie digitale de la part de nous, en tant que constructeurs, et aussi concernant les partenaires, pour lesquels, en effet, on accompagne leur montée en compétences et en puissance sur ce sujet. Ouais. Et alors, si vous avez identifié, ça peut être la même question pour l'un et l'autre, des irritants, je reprends ce terme, lesquels sont les plus importants pour vous ? Ce sur quoi il faut le plus travailler pour lever les freins ? On a quelques points d'irritation, mais après globalement c'est un épiphénomène. Au fait, finalement, on se rend compte que par l'effet du business aujourd'hui que l'on a, c'est réellement une nécessité. Donc il n'y a plus de frein en tant que tel sur certains acteurs de se dire est-ce que je dois y aller ou rester dans ma localité et rester sur mes acquis. Je pense que la question elle est vraiment dans se dire comment on va y arriver et comment on va tout mettre en place pour effectivement éviter d'avoir ces silos qu'on a sur certains secteurs d'activité qui nous permettent d'avoir une expérience client 100% en ligne. Jean-Pierre Dianaz, est-ce qu'il y a encore parfois des concessionnaires qui peuvent être dubitatifs, qui sont un peu ancrés dans des habitudes un peu anciennes, vous voyez ce que je veux dire, ou des clients qui disent mais non, mais acheter une voiture c'est tellement important, moi je veux être en concession et surtout en concession, vous voyez ce que je veux dire. Je vais déjà commencer par répondre à la deuxième, les clients, et qui en fait répond à l'une de vos questions sur les freins. Il y a quelque chose d'assez schizophrénique, en fait. Il faut bien comprendre les choses. Il y a, en réalité, on va démystifier quelque chose. Il y a très peu de gens qui veulent acheter complètement en ligne. Très peu. D'accord ? Les chiffres le prouvent. Ça augmente, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue. Le vrai achat purement en ligne, c'est 5 à 6% aujourd'hui du business en Europe. C'est à peine 4% en France. D'accord ? Donc la réalité, elle est que il y a très peu de gens qui veulent complètement acheter en ligne. En revanche, vous avez 80% des gens qui vous disent je veux qu'une partie de mon parcours client soit digitalisée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et donc, la grande difficulté, c'est celle-ci. Très peu veulent tout. Les 3/4 en veulent une partie, et la question c'est quelle partie vous voulez. Et on va être et tout le monde ne veut pas la même partie, exactement. C'est ça. Tous les 3, on ne veut pas la même partie. Vous allez peut-être vouloir que ce soit le financement qui soit digitalisé. Est-ce que vous n'avez juste pas envie de discuter avec la banque ? Moi, je vais avoir envie de ne pas discuter avec le vendeur sur la valeur de ma reprise. Vous allez avoir envie de livrer à domicile. Et donc, ça devient extrêmement compliqué à gérer. D'un point de vue technique, ça veut dire que, typiquement pour des acteurs comme nous, il faut que ces plateformes soient les plus ouvertes possibles et les plus flexibles possibles. Et pour les constructeurs tels que Seat, Volkswagen et l'ensemble des groupes, ça veut dire aujourd'hui comprendre cette fragmentation client pour être capable de ne pas forcer quelque chose finalement que le client n'a pas envie, parce que là c'est le clash absolu. Et pour le concessionnaire, c'est de dire où est-ce que je capture la valeur. Parce que ça, le vrai débat à la fin, c'est où est-ce que je reprends de la valeur, sachant que les marges se tassent, que les constructeurs, pour les concessionnaires, veulent reprendre une partie du business en direct. Donc, il y a une espèce de valeur ajoutée qui existe. Elle existe. Tout ce que je viens d'expliquer là, c'est-à-dire cette espèce de fragmentation du parcours client, vous pouvez l'associer à des dollars, vous pouvez l'associer à des euros. Donc la question, c'est qui va les récupérer. Et donc, pour répondre à votre deuxième, non, il y a très peu de concessionnaires aujourd'hui qui se disent qu'il ne faut pas y aller. Vous avez un très gros groupe de concessionnaires, c'est à peu près la même tendance en Europe, qui est d'ailleurs très concentré. Il faut voir que le milieu de la distribution automobile se concentre énormément. Pour vous donner un chiffre, les 100 plus gros concessionnaires en France représentent 70% des ventes de voitures neuves en France. C'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est des groupes aujourd'hui, le top 10 des groupes en Europe en France dépasse le milliard. Donc ces groupes-là, eux, ils ont les moyens. Et c'est eux qui, en fait, poussent le mouvement, poussent le marché,
pousse cette digitalisation, crée de la valeur ajoutée. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est plutôt assez rassurant. C'est-à-dire que maintenant, les planètes sont alignées. Sébastien Daudy, on peut s'appuyer sur le modèle que vous avez mis en place chez Cupra pour Born. Alors, Born, c'est quoi? C'est un modèle 100% électrique, c'est ça? C'est un modèle 100% électrique qu'on a lancé l'année dernière sur la marque Cupra, effectivement. Donc, c'est notre premier modèle 100% électrique pour Cupra, puisque Cupra est une marque jeune. Ça fait 4 ans qu'elle est présente sur le marché en France. On a lancé 2 premiers modèles, notamment avec Formentor, et puis maintenant Cupra Born, qu'on lance effectivement, tu en parlais Jean-Pierre, sur un modèle un peu différent d'un modèle traditionnel, puisque sur Cupra Born, on vend via bien entendu le réseau d'agents. On s'appuie sur le réseau d'agents, la capillarité du réseau d'agents en France, qui est Cupra, et on facture en direct le client. C'est-à-dire qu'on maintient effectivement la relation et la valeur avec le client sur ce schéma de distribution. C'est une valeur un tout petit peu différente d'un schéma traditionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a des services qui sont plus difficiles à dématérialiser pour vous? Le service le plus difficile à dématérialiser, c'est la relation avec le client, la relation commerciale avec le client, puisque effectivement, on a besoin, quand on lance un nouveau produit, bien entendu, de le voir, d'apercevoir effectivement les qualités, les caractéristiques, de faire des essais avec le client pour pouvoir vraiment se rendre compte, quand on passe d'un modèle thermique à un modèle 100% électrique, forcément, le changement est majeur et donc il y a une appréciation qui doit se faire et que peut-être il peut se trouver que le 100% électrique n'est pas forcément une solution pour un client en particulier, alors que lui, il avait imaginé que c'était une possible solution. Donc il y a vraiment ce contact important et c'est pour ça que nous, on s'appuie sur le réseau aujourd'hui pour pouvoir distribuer nos véhicules, puisque la relation commerciale avec les vendeurs, avec les commerciaux, sont pour nous fondamentales. Est-ce que parmi vos concurrents maintenant, il y a aussi les géants d'Internet ? C'est-à-dire qui petit à petit investissent ce marché. Et est-ce que c'est aussi pour ça qu'il faut être plus puissant qu'avant sur un parcours sans couture, comme vous dites, qui intègre une offre de services digitaux la plus riche possible? Alors, on parlait de Cupra Born, en l'occurrence. Le modèle de distribution qu'on met en place nous permet, d'avoir la relation directe avec le client et évite effectivement des acteurs parallèles de pouvoir effectivement utiliser nos produits pour pouvoir commercialiser des voitures via leur plateforme. Donc on arrive à, pour le coup, 100% maîtriser toute la valeur et toute la chaîne de valeur sur ce modèle de distribution. C'est vraiment là l'avantage. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, le futur du marché, en quelque sorte? Moi, je pense que je ne suis pas très inquiet, pour être très sincère, par les grands géants de l'Internet. D'abord parce que si vous regardez ce qui s'est passé récemment, ce qu'on appelle les fameux pure players, des gens qui ont décidé aujourd'hui de se mettre tout en ligne et de digitaliser complètement. Bon, il y en a 2 qui ont déposé le bilan et il y en a un qui vient de se retirer de l'Europe et qui reste plus qu'en Angleterre. Donc on voit quand même que là, il a manqué un peu de pertinence sur le sujet. En revanche, il y a un risque, effectivement. C'est pas celui, pour moi, des GAFAM ou des gros du digital. Le risque, typiquement, pour moi, c'est les marques chinoises. Ça, si j'étais constructeur aujourd'hui ou si j'étais concessionnaire, évidemment, je regarderais d'abord avec ça. Il y a une vingtaine de marques chinoises aujourd'hui qui sont en train d'arriver les unes après les autres en Europe. Toutes ces marques chinoises aujourd'hui arrivent avec un parcours digital extrêmement avancé. Ils arrivent avec des voitures qui sont au-delà des 60 ou 70 kW électriques, plutôt assez bien dessinées. Donc il y a un enjeu qui est là. Et certains membres du gouvernement s'en émoient aujourd'hui et essaient de trouver des solutions. Donc il y a un risque qui est là, très clairement. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres à digitaliser? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, effectivement, par Sébastien, c'est qu'il y a une relation humaine qui, à un moment ou à un autre, reste. Donc, celle-ci, elle est compliquée à digitaliser. Vous pouvez la digitaliser un peu au travers de vidéos, de partage d'expériences en vidéo. Alors, nous, on a des outils pour ça. Ça fonctionne. Mais c'est pas la réponse à tout. Il y a toujours un essai au milieu. Cet essai doit être fait. Oui, c'est ça. Il y a bien un moment où on a envie quand même de monter dans la voiture, de l'essayer, d'aller faire un tour avec. Exactement. Et ça reste quand même majeur dans le parcours client. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et merci à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent pour la préparation et la réalisation de Smart Future et pour cette émission. Merci à Caroline Ricros qui a programmé
voilà, et préparé l'émission. Héloïse Merlin au son et Raphaël Morel à la réalisation. Belle journée à toutes et à tous sur la chaîne des Audacieux. Smart Future vous a été présenté par SEAT.